Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par qui suis-je, d'où je parle et pourquoi je suis venu vous parler. Mais je vais vous parler de l'éducation à l'altérité à l'école et l'importance du rôle de la pédagogie interculturelle. Première constatation, c'est que j'étais jeune élève en Tunisie et j'ai rencontré un professeur de philosophie et c'est le début d'une histoire d'amour avec la philo et aussi avec la France. Ce qui m'a permis, après justement mon bac, de venir faire mes études en France. Donc je me suis inscrit à la Sorbonne et j'ai fait des études pluridisciplinaires. Psychologie, sciences de l'éducation, criminologie et psychanalyse. Pourquoi? Parce que je suis pour l'interdisciplinarité. Je suis pour l'interculturalité, je suis pour les interférences, je suis pour les rencontres et le dialogue. Un très beau livre de François Tschenk, l'académicien, qui est arrivé comme moi en France à l'âge de 20 ans et qui ne connaît pas un mot en français et qui maintenant il est à l'Académie française comme plein d'autres et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Dialogue. Je vous conseille de le lire. L'importance justement quand on s'exile ou on quitte son pays, comment on entre dans une dynamique interculturelle. À partir de là, donc, j'ai eu un doctorat, j'ai fait un doctorat avec le pape de l'interculturel en France, qui est le professeur Carmel Camilleri, auquel je rends toujours hommage, puisqu'il était le précurseur des approches donc, interculturelles en France. Ma thèse de doctorat portait justement sur langue et culture d'origine, rôle et effet de leur apprentissage sur des jeunes d'origine maghrébine ou des jeunes issus de l'immigration. Donc, j'ai traité la question de la langue, du bilinguisme qu'on a justement évoqué ce matin. Et à partir de ces expériences-là sur la langue maternelle, sur l'éducation parentale et sur l'importance de la famille dans la transmission, je suis redevable personnellement à l'importance de l'école. Pour moi, l'école... Ah oui, pardon. Donc, comme vous voyez, presque dans tout débat sur l'école, donc on ne tarde pas à convoquer Rabelais en Montaigne, et donc là on remonte au XVIe siècle et l'importance justement de l'éducation. Rabelais, donc, qui voulait, suivant la lettre de Pantagruel à son fils Gargantua, que celui-ci devient un abîme de science. Malheureusement, et Montaigne, qui préférait un homme à la tête bien faite plutôt que bien pleine. Voilà donc résumé les deux objectifs de toute pédagogie. D'une part, des connaissances. On va à l'école pour apprendre des connaissances, des savoirs scientifiques, géographiques, historiques. Et ces connaissances, ces savoirs, on peut se poser la question à la fin, à quoi sert le savoir? Est-ce qu'à ce bien à accéder au bonheur? Est-ce que c'est s'insérer dans une société? Beaucoup de questions donc se posent par rapport à ces problématiques-là. D'autre part, des compétences. Donc, avoir des compétences dans tous les domaines, compétences scientifiques, compétences philosophiques, compétences chimiques. Montaigne protestait déjà contre le bourrage de crâne scolaire dans le chapitre du pédantisme.
et de l'institution des enfants au premier livre des essais. À la science pour la science, Montaigne oppose la sagesse. La sagesse, quelle est la place du sage? Généralement, le sage, il ne parle pas. Il écoute. Et la parole, elle est très, dans certaines sociétés, certaines cultures, l'homme de parole ou la femme de parole. La parole engage. Et il y a tout un travail interculturel à faire sur justement l'importance du langage et de la parole. Sur le livre, justement, Montaigne écrivait « Les livres sont des compagnons je vous laisse. Les livres sont des compagnons toujours disponibles pendant la vieillesse, la solitude, l'oisiveté, l'ennui, la douleur, l'anxiété. Il n'y a aucun mal ordinaire de la vie auquel il ne sache fournir un remède, à condition que ces mots ne soient point trop vifs. Les livres modèrent les soucis, offrent un recours et un secours. Ceux-ci ne protestent jamais, ne se rebellent pas lorsqu'ils sont négligés, à la différence des femmes et des hommes de chair et d'os. Les livres sont des présences toujours bienveillantes, douées d'équanimité, alors que les amis et les amantes souffrent des sautes d'humeur. C'est vraiment tout ce qui a été écrit sur le livre et sur l'importance donc du livre dans la formation de l'être humain. Ensuite, Montaigne est donc de ceux qui, par leur éloge de la lecture, ont le mieux annoncé la culture de l'imprimé. C'est dans les livres que les hommes et les femmes se sont connus et retrouvés durant plusieurs siècles en Occident. Maintenant, pourquoi l'école? Tout simplement parce que l'école est une institution. Et qui dit institution, c'est-à-dire des normes, des règles et aussi la question de la transmission qui se pose. Donc, institution sociale majeure qui remplit une double mission. La mission d'instruction, de socialisation, afin de faciliter l'intégration des individus. Elle a donc un triple objectif d'intégration. Premièrement, apprentissage des codes de la vie en collectivité. Deuxièmement, transmettre les valeurs de la République. Troisièmement, favorise l'acquisition d'un statut professionnel avec, bien sûr, l'acquisition d'un diplôme. Mais autre chose, l'école aussi, elle classe, elle certifie et elle sélectionne. Donc, ce n'est pas une institution neutre. Au contraire, c'est une institution paradoxale. Elle permet la réussite comme elle peut permettre justement l'échec. L'école participe donc à l'élaboration des savoirs et la maîtrise des règles sociales, des savoirs scolaires, des savoir-être et aussi l'apprentissage d'une culture commune. Elle doit permettre à l'enfant de développer sa personnalité, de s'épanouir et de recevoir des influences autres que celles de sa famille. L'école de la République, laïque, obligatoire et gratuite, ce qui permet donc de consolider en fait l'État-nation et aussi ce qui permet la transmission des valeurs de la République pour gommer ce qu'on appelle les particularismes. L'école participe à l'élaboration des savoirs. Oui, c'est l'heure. Tu n'es qu'à l'introduction encore. Écoutez, je vais passer. Ça fait déjà un quart d'heure que tu parles. D'accord. Donc, je suis désolé, mais... Écoutez, c'est l'avantage des colloques et des trucs, c'est que, bon... Non, parce qu'on est qu'à l'introduction encore, d'après ce que je comprends. Oui, c'est vrai.
Euh, bon, la diversité culturelle à l'école. J'ai combien de temps, Stéphane? 2 minutes. 2 minutes. La diversité, donc, est un enjeu majeur du XXIe siècle. La mondialisation, l'internationalisation des échanges, la mobilité croissante et l'immigration transnationale exigent de penser l'éducation et la formation en fonction des cultures, des formateurs et des apprenants. Aujourd'hui, les enseignants, surtout ceux et celles qui œuvrent dans les zones urbaines, font de plus en plus face à des élèves provenant de milieux socioculturels diversifiés, qu'ils doivent les préparer à vivre dans une société multiculturelle en constante évolution. Cependant, les études menées en France et dans plusieurs pays européens jusqu'à maintenant ont toutes mis en évidence l'échec relatif des approches interculturelles. Des programmes de formation à l'enseignement dans la préparation des futurs enseignants à travailler avec des élèves d'une culture différente, les travaux de Davis et Turner, les actions de formation des enseignants n'arrivent que rarement à modifier profondément les pratiques pédagogiques. Les études menées en Suisse durant les 2 dernières décennies montrent les faiblesses de la composante interculturelle dans la formation des enseignants. Les travaux de Alman Gionda, de Guimens et Perego ont évalué dans quelle mesure la diversité culturelle et linguistique est déjà intégrée dans les programmes de formation initiale et quelles sont les offres de formation continue proposées. La dimension de la pluralité culturelle et linguistique est uniquement associée à la question de l'immigration et c'est ça le problème ici en France. Quand on parle d'interculturel, toujours le réflexe, les migrants, l'immigration. L'interculturel, ce n'est pas le migrant. L'interculturel, c'est un dialogue entre des cultures différentes et non plus un dialogue entre des porteurs de culture. Parce qu'il faut distinguer la culture des subcultures et des porteurs de culture. Ce n'est pas parce que je suis d'origine maghrébine que je symbolise la quintessence de la culture maghrébine ou la culture arabe. C'est-à-dire, il y a des gens qui portent la culture, mais qui n'ont pas la maîtrise de la culture de leur propre pays d'origine. Je passe. Alors, c'est ça peut-être que faire. Que faire de la pédagogie interculturelle face à l'altérité? Le monde dans lequel nous avons à éduquer nos enfants, nos élèves est de plus en plus complexe. Les liens innombrables sont à tisser entre intériorité, ouverture à l'autre, émerveillement devant le monde, se tissent pour rendre l'esprit plus apte à saisir la complexité du monde. Edgar Morin développe cette approche et l'applique au champ de l'éducation. Dans un petit livre commandé par l'UNESCO, pour qu'il exprime l'essentiel de ses convictions, il dégage les 7 principes nécessaires à l'éducation du futur. Il note « Comprendre inclut nécessairement un processus d'empathie ». Aujourd'hui, comme si on a découvert l'empathie. Hein, vous vous rappelez, hein, d'identification et de projection, toujours intersubjective, la compréhension nécessite ouverture, sympathie et générosité. Le développement de cette attitude à la compréhension humaine peut rencontrer des résistances comme l'égocentrisme ou l'indifférence. On peut parler d'une véritable éthique de la compréhension qui seule fait progresser la qualité des relations entre individus, mais aussi entre nations et entre cultures. L'apprentissage de la force d'aimer, qui passe par une toujours plus grande compréhension d'autrui, peut s'acquérir en partie par la lecture ou le cinéma. Il s'agit donc d'une véritable anthropologie de la personne, comme être d'intériorité singulière et d'ouverture sans frontières, caractérisée par une forte tradition éducative. C'est une éthique de la rencontre d'autrui. Cette éthique de la rencontre d'autrui se décline selon le principe suivant. Tisser, du tissage. L'enseignement
mais en présence des personnes concrètes et complexes, devant des savoirs eux-mêmes divers et évolutifs. Il doit aussi tisser ensemble les différentes facettes de l'acte éducatif, faire appel aux multiples ressources de la vie de l'esprit, bien au-delà de la seule intelligence. Deuxièmement, puiser. Les puits est traditionnellement le lieu des récits échangés et de la vie des alertés. L'éthique de l'enseignement est une éthique de la parole, prise et donnée, rectifiée et célébrée, puisée dans la culture à transmettre, alimentée par la source de la vie, la philosophie de l'éducation. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer un des plus grands philosophes de l'éducation, le professeur George Snyders, qui a écrit un très beau livre qui date des années 86, qui s'appelle « La joie à l'école ». Alors, quand on voit actuellement ce qui se passe. Je termine, Stéphane, en posant la dernière question. J'ai des questions. Bon, j'ai utilisé beaucoup de médiation à travers, donc, des médiations thérapeutiques, pas thérapeutiques, éducatives, à travers l'utilisation du cinéma. Bien sûr, l'Afrique, avec Amadou Hampâté-Bâ, un grand conteur, et dans son livre L'enfant Peul, un exemple parfait de l'utilisation des contes en classe pour enseigner les différentes manières de percevoir la grossesse, la naissance dans d'autres cultures. Miss Daisy, son chauffeur, le cercle des poètes disparus. On peut travailler à partir donc, de chaque film. J'arrive à mes questions, Stéphane. Je pense qu'on était bon pour toute l'après-midi avec toi. Oui, oui. Voilà, conclusion. Oui, voilà. Mais je sais, mais il y a 5 personnes. Voilà, merci Stéphane. Je suis désolé. Voilà, les questions qui se posent sont les suivantes. Voilà. En quoi le système scolaire peut-il contribuer à une éducation interculturelle antiraciste? Comment adapter le système de formation des enseignants compte tenu de l'importance croissante des migrations et des demandes d'asile? Quel dispositif pédagogique initié pour aider les déracinés culturels, en particulier les enfants, à se situer par rapport aux langues utilisées sous une forme ou une autre dans leur entourage familial, scolaire, social et professionnel, et quelles modifications apporter? Comment inciter les établissements scolaires à adopter des stratégies interculturelles susceptibles d'influencer les objectifs des contenus didactiques des différentes disciplines. Cinquièmement, l'éducation consiste-t-elle enfin à renforcer à chaque individu ce qui fait le semblable aux autres, ou bien doit-elle viser au contraire à insérer l'individu dans ses communautés particulières porteuses d'une culture spécifique? Doit-elle privilégier les hommes des antennes en raison de la pluralité actuelle des références et valeurs, ou bien l'homme des racines, modèle encore dominant dans certaines cultures et subcultures? Cinquièmement, comment ouvrir les voies novatrices à la pratique pédagogique et à la recherche interculturelle? Voilà. Merci beaucoup. Bon, alors... Non, mais viens t'asseoir, parce qu'on a un problème de chaise musicale, et là, je voudrais faire une petite introduction. Vous avez tous les deux parlé de l'éducation formelle, l'éducation à l'école, et c'est tout à fait important, parce que qu'est-ce que, justement, cette éducation formelle peut apporter dans le domaine interculturel? Toi, tu as bien souligné sur la préparation à vivre dans une société multiculturelle. Est-ce que l'éducation nationale y est prête? C'est une 7e ou 8e question, je ne sais plus combien tu en as mis. Et puis,
Moi, j'ai beaucoup aussi vu entre vous deux le processus de disqualification qui pouvait exister soit en Guyane, soit par l'échec scolaire, parce que l'école prépare à la réussite, mais elle prépare aussi à l'échec. Alors, c'est normalement une table ronde, n'est-ce pas, Ahmed? Bon. Donc, la parole est à la salle. Mais la parole est aussi entre vous. Donc, si vous posez des questions aux deux intervenants, et puis après, on passera à Chahib. Yacine Chahib, sur l'éducation informelle. Alors, je vois rien du tout. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est... En plus, j'ai le projecteur dans les yeux. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Ou Mohamed veut parler? Allez, lui. Oui. Où est-ce qu'ils sont les micros? Ils sont là. Si, parce qu'il y a derrière. Ouais. Il arrive le micro, il arrive. Voilà. Et ça, c'est bon. Je voulais juste demander à Nicole si elle pouvait nous en dire un petit peu plus sur ces hommes qui rêvent leur futur engagement dans la famille et sur comment ça pouvait bouleverser leur investissement de l'école, parce que ça m'intrigue beaucoup. Alors, dans les résultats de l'enquête, les garçons, ils expriment leur volonté de réussir. Mais il faut savoir aussi que dans la communauté, être un homme, c'est aussi fonder une famille et avoir des enfants. Donc, au-delà de réussir, ils aspirent, eux, à avoir, à répondre aux attentes de la société, comparativement aux filles qui, elles, aujourd'hui, elles sont plus sur des désirs d'indépendance, où avoir un métier, c'est aussi sortir de la communauté, c'est aussi partir et puis ne pas... C'est aussi des familles très nombreuses, et généralement, ce sont les filles qui s'occupent des petits frères, donc elles ont toute cette charge. Et aujourd'hui, elles sont moins enclines à répéter le modèle familial. Alors que pour un garçon, sachant que le père n'est pas... c'est pas sur le père que repose la charge familiale, puisque c'est le frère de la mère qui est considéré comme un père et comme le repère de la famille. Donc un homme qui a des enfants, qui a ses propres enfants, sera... Enfin, c'est pas lui qui va s'en occuper, il va s'occuper des enfants de sa sœur. Mais c'est pas tout à fait pareil, en termes de responsabilité. Et est-ce que l'école est préparée à ce type de modification du schéma parental? Ben non, parce que les enseignants, par exemple, parfois, ils disent aux enfants « je vais convoquer ton père ». Alors que pour l'enfant, ça n'a pas de sens de lui dire ça, puisque c'est souvent son oncle qui représente l'autorité. Donc l'école a encore resté sur un modèle familial traditionnel, avec papa, maman, classique, européen, français. Et l'état civil aussi? Alors, l'état civil, c'est encore autre chose. Mais oui, l'état civil aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des mains levées? Non? Une seule question. Laissez Stéphane avancer dans son travail. Volonté. Ah, voilà, merci. Voilà. Vous avez dit, madame, que l'inspecteur d'académie a été particulièrement réticent à donner la possibilité d'avoir un enseignement dans la langue maternelle. Parce que, me semble-t-il, avez-vous dit que la République est... Enfin, c'est son argument, hein, la République est une et indivisible. Le même programme doit s'appliquer partout. Oui. Le même programme s'applique partout, dans une société où, en fait, tout le monde est très différent. Est-ce qu'il n'y a pas là un peu une tension un peu difficile à concilier, en fait, entre une société multiculturelle et un même programme partout? Alors, les instructions les instructions appliquées en Guyane viennent de France. Oui. Et bien souvent, il y a cette méconnaissance du département, il y a du territoire, il y a cette méconnaissance aussi des sites isolés. Et du coup, les inspecteurs, quand ils arrivent avec leur lettre de mission,
ils appliquent ce qu'on leur a demandé dans l'Hexagone. Alors, les travaux des chercheurs, notamment d'IRD, ont permis de montrer qu'il faut mettre en place cet enseignement bilingue, mais ça a été beaucoup de négociations et ensuite ça a été une mise en place vraiment partielle dans quelques écoles avant que ça soit généralisé. Et même si aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des effets bénéfiques sur ces intervenants en langue maternelle, ça ne reste cantonné qu'à l'école élémentaire. Donc les inspecteurs ensuite qui sont passés n'ont pas suivi et n'ont pas vu l'intérêt de l'appliquer dans le système secondaire. Parce que la commande reste de l'Hexagone de toute façon. Il n'y a pas cette prise en compte du territoire. Donc là, par rapport au thème de notre colloque, représentation culturelle et pratiques éducatives, moi, ça m'étonne. Comment peut-on prendre en compte la différence, respecter les différences d'origine et de tous les gens qui sont là, avec quelque chose qui s'impose à tous de manière, des fois, en dépit du bon sens, et même en dépit de l'attestation de l'efficacité que ça peut avoir. Et moi, il me semble qu'il y a un paradoxe structurel que je trouverais intéressant à creuser. Je pense que cette question s'adresse à Ahmed. Oui, je voulais prendre la parole. Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de médiation culturelle. Moi, je sais, il y a une association, à un certain moment, qui a travaillé sur la nomination, le nom des élèves. Je m'appelle Ahmed. Mon nom a une histoire. On peut utiliser les noms dans une classe à travailler l'histoire du Maghreb, de la Guyane, d'autres cultures. On peut travailler sur les techniques du corps. Un chapitre de Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, les techniques du corps. Donc, le corps à travers les différentes cultures. Donc, c'est pas parce qu'on a un programme figé, c'est aussi le rôle des enseignants d'être des innovateurs, des créateurs, d'aller vers ce que Snyders appelle la joie à l'école. C'est quoi, selon Snyders, la joie à l'école? La joie à l'école, elle nous permet de sortir de la culture triviale, prosaïque, la culture du quotidien, vers une culture qu'il appelle une culture élaborée, où on va apprendre l'histoire, la géographie, la philosophie, l'esthétique, les arts. Et ça nous donne une joie. Je crois la responsabilité des enseignants, elle est importante dans la création. J'ai enseigné dans les UFM. J'ai formé des enseignants dans les UFM et je me rappelle, j'avais un stage qui s'appelle « Enseigner en banlieue, psychosociologie d'un espace urbain ». Et je vous assure, il y a des enseignants qui lèvent le doigt et me disent « Monsieur, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ?» À tel point qu'ils ont la hantise comment aller enseigner dans un espace dit, entre guillemets, espace ségrégué ou espace hors donc de la cité. Donc, il y a l'école. Moi, je crois à l'école, puisque je suis issu de l'école et j'adore l'école, mais aussi les enseignants ont un rôle considérable vers les créativités interculturelles. Mais tu peux pas nier, Ahmed, que la question est une vraie question. On est quand même sur le fil du rasoir entre l'universalisme de l'éducation nationale dans l'éducation formelle et le relativisme d'adopter un traitement spécifique pour chacune des singularités des élèves. Donc les enseignants, ils sont sur ce fil du rasoir. Et un rasoir, ça coupe. Ça fait mal. Donc, voilà. La question qu'on a posée ce matin, c'est comment sortir de l'ethnocentrisme des institutions. Ouais, non, ouais. L'institution-centrisme, ça c'est un domaine de l'anthropologie extrêmement important sur lequel on travaille. Mais je crois qu'on va maintenant... Oui, tu veux encore... Oui. Oui, non, je pense, donc Erwan Guadon, je pense que la question que vous pointez, elle dépasse même la seule question de l'école et qu'elle concerne tous les corps institutionnels. Pour le coup, on en parlait ce matin avec la question de la loi, vous le disiez, Marie-Laure Cada. Cette difficulté, moi, combien de fois je me suis retrouvé en difficulté depuis ma position de psychothérapeute à composer justement avec un parent qui confie le fait que, du point de vue éducatif, il a recours à une modalité éducative qui, vous le disiez, existait il y a peu en France, encore existe toujours, c'est interdit, mais ça se fait toujours, le châtiment corporel. Donc,
Et il me semble pas dire de bêtises en disant que du point de vue de la loi, en théorie, on est sommé de signaler s'il nous est fait mention de ces choses-là. Alors, quand on connaît le fonctionnement actuel de la protection de l'enfance, etc., enfin, c'est une vraie question qui se pose. Hein. Qu'est-ce qui vaut mieux, une gifle éducative, un placement? Enfin, ça amène à se poser le problème d'une manière un petit peu étonnante. Mais en tout cas, voilà, ces institutions, elles ont un corps, elles ont une histoire. Et donc, pour venir ébranler ces affaires-là, je pense que c'est effectivement pas tout simple et que d'où l'intérêt de pouvoir parler et de rencontrer l'autre qui nous apprend sur nous-mêmes et nous permet voilà, d'interroger ce qui fait norme, ce qui fait loi, ce qui fait institution, ce qui fait groupe. Mais je suis assez d'accord avec vous pour dire que il y a la responsabilité du système, mais bon, j'aime à compter aussi avec les individus qui habitent et composent ce système et comment chacun peut faire cet effort qui est antinaturel de rencontre véritable avec l'autre. Parce qu'il y a quelque chose d'une défense qui se met en place. Là où je comprends pas l'autre et où je peux pas le saisir, où je peux pas le comprendre, où il m'est étranger et donc me dérange, il trouble ma conception de l'ordre du monde des choses, je le mets à distance. C'est là-dessus que repose le racisme notamment. Enfin, en tout cas, partiellement peut-être, mais donc voilà, c'est comment articuler, rencontrer, et je rejoins tout ce qui s'est formulé depuis ce matin, hein, comment faire ensemble, faire confiance, faire avec, c'est tout l'enjeu des institutions qui sont culturellement habitées comme nous. Mais donc cet ethnocentrisme des institutions, en fait, c'est que le reflet de l'ethnocentrisme humain, enfin, ethnocentrisme ou égocentrisme, on pense et on voit le monde à partir de ce qui nous construit culturellement, familialement, génétiquement, biologiquement. Et institutionnellement. Et institutionnellement, absolument. Parce qu'on est médecin, on est juge, on est éducateur, on est psychologue. Et ça, je pense que ça nous permet d'avoir une transition vers la deuxième partie sur la question de l'éducation informelle. Il y avait un concept que Nicole et moi avions croisé à Nanterre, c'était celui de ville éducatrice. C'est-à-dire que l'espace urbain, global, non formel, servait aussi de puissance éducatrice dans la mesure où la culture, c'est savoir où on est, comment on entre en relation et quelle est la place et l'articulation des gens entre eux.